Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'inaugurer ce premier dialogue entre vous deux, Marc Fontcave et Christian Gaulier. Bonjour à tous les deux. La discussion qui va nous occuper va porter principalement sur cet horizon de décarbonation en 2050, voilà, dont on parle depuis très longtemps, depuis notamment les accords de Paris, mais pas seulement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser les deux intervenants présenter succinctement leurs recherches. Christian Gaulier, vous êtes économiste, vous êtes directeur de la Toulouse School of Economics et, je le rappelle, président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Alors, sur quoi portent vos recherches aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en introduction? Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, moi je suis économiste. Initialement, je m'intéressais aux problématiques d'économie du travail et puis successivement de théorie de la décision d'incertitude sur des thématiques de type partage de risques entre générations, partage de risques au sein des familles, assurance, mécanismes de sécurité sociale. Et puis, suite à des contacts avec un certain nombre d'industriels dans le secteur de l'énergie au milieu des années 90, vous savez que la Toulouse School Economics est assez impliquée dans des partenariats avec des entreprises et ça n'a pas qu'un avantage financier, c'est aussi un moyen d'établir des relations avec le vrai monde et avec des gens qui se posent des questions, qui sont a priori pas d'origine scientifique, mais qui impliquent des problématiques scientifiques. Ces échanges m'ont conduit à réfléchir sur initialement des problématiques de déchets nucléaires et de gestion à très long terme de déchets nucléaires. La question était, mais en fait, nous, industriels, quand on parle avec les écologistes, ils mettent beaucoup d'importance à la problématique de l'aval du cycle nucléaire. Mais nous, quand on fait nos calculs et qu'on actualise à 7% les coûts futurs de gestion de ces déchets, quand on fait un calcul de coût complet de l'électricité nucléaire, on obtient quelques dizaines de centimes, donc ça ne compte absolument pas. Et donc on voudrait comprendre en fait pourquoi on actualise à 7% et pourquoi l'avenir pèse si peu dans nos analyses. Et donc de fil en aiguille, évidemment, c'était pas très loin des problématiques, puisque évidemment l'incertitude sur les horizons temporels des déchets nucléaires, de l'aval du cycle nucléaire, ont des dimensions d'incertitude assez radicales. À quoi ressemblera le monde dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 1 million d'années, quand le plutonium sera toujours là, à devoir être géré et avoir une activité élevée. Comment on tient compte de ces incertitudes quand on doit réfléchir à aujourd'hui quel sacrifice, quel coût devons-nous accepter pour ne pas transmettre ces problèmes aux générations futures. Et donc j'ai travaillé là-dessus un certain nombre d'années. Et puis de fil en aiguille, évidemment, à la fin des années 90, je suis tombé dans le trou du changement climatique, de l'économie du climat, dont je ne suis pas vraiment sorti, même si je continue des travaux plus fondamentaux en théorie de la décision, en particulier dans des problématiques où on n'est pas capable de même estimer des probabilités de différents scénarios possibles, qui n'est pas non plus sans lien avec la problématique des déchets nucléaires. Et donc voilà, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la problématique au fond, quel devrait être le prix du carbone, quelles devraient être les actions que nous devrions mener aujourd'hui pour réduire l'impact de notre prospérité sur l'environnement dont bénéficieront ou ne bénéficieront pas les générations futures. Et en fait, ces questions de non-responsabilité envers les générations futures posent des questions radicales sur les incertitudes auxquelles nous ferons face à la fois sur l'évolution du climat, mais aussi sur la prospérité de nos sociétés. Et donc revient finalement du point de vue de l'économiste, faire des recommandations sur le type d'action menée aujourd'hui pour faire face à nos responsabilités envers les générations futures et qui se résume techniquement en un nombre qu'on appelle la valeur carbone ou le prix du carbone, qui est le seuil limite des coûts que nous devrions accepter aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2.
On reviendra évidemment plus précisément sur ce sujet au cours du dialogue. Je rappelle que donc le 9 décembre, vous proposez votre leçon inaugurale au Collège de France et toute votre chaire aura comme titre, enfin, en tout cas la chaire Avenir commun durable, votre propos sera Fin du mois et fin du monde, comment concilier économie et écologie. Et je pense que c'est un bon résumé sans vouloir tout déflorer. Marc Fontcave, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes donc professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques. Vous êtes directeur du laboratoire de chimie des processus biologiques, qui est une unité mixte de recherche Collège de France, CNRS et Sorbonne Université. Et vous êtes également président du comité de prospective sur l'énergie de l'Académie des sciences. Je vous laisse à votre tour présenter peut-être vos recherches, même si évidemment on y reviendra sans doute dans le dialogue, puisque comme l'a dit Patrick Boucheron, l'idée c'est de se poser la question de ce que nous allons faire, mais aussi peut-être qu'est-ce que nous faisons déjà, concrètement. Oui, oui, merci. Oui, en quelques mots, la recherche que nous menons ici au Collège de France, c'est effectivement un laboratoire qui est dans ces murs. Et puis aussi quelques mots pour expliquer, au fond, pourquoi depuis quelques années, en tant que scientifique, j'essaye de m'inscrire dans ce débat public sur la transition énergétique environnementale. Alors, en effet, depuis une vingtaine d'années, un peu plus, 25 ans, avec mes chercheurs, mes étudiants, nous essayons au fond, de comprendre à la fois sur le plan fondamental et en même temps en cherchant des applications qui, d'ailleurs, se traduisent par des partenariats avec des entreprises, essayer de comprendre comment on peut stocker des énergies intermittentes. Et c'est un stockage qui est différent de celui de mon collègue Jean-Marie Tarascon. Ce n'est pas du stockage dans des batteries, mais c'est du stockage dans des molécules chimiques. L'hydrogène, par exemple. Ou bien stockage à travers la transformation du CO2 en molécules carbonées utiles. Est-ce que vous pouvez simplement rappeler ce que sont les énergies intermittentes? Oui, voilà. Alors, pourquoi stockage est si important? J'ai l'habitude de dire qu'il n'y aura pas de transition énergétique avec beaucoup d'énergie intermittente, donc on appelle intermittente notamment l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Alors intermittente parce que, comme vous le savez, il y a quand même une partie de la journée où il fait nuit et des périodes qui peuvent être très très longues. Ça a été le cas d'ailleurs en 2021 en Europe, où il y a très peu de vent, et dans ce cas-là, évidemment, ces énergies sont nulles. Et par contre, il y a des périodes où elles sont très très abondantes. Donc, si on veut développer ces énergies, il faut trouver des moyens de les transformer sous une forme stable au moment où elles sont très en excès pour ensuite les redonner dans une période où elles manquent. Et ça, c'est pas si simple, puisque vous voyez, quand le soleil nous tombe dessus, c'est pas facile de l'attraper, il nous chauffe essentiellement, et s'il fait que ça, évidemment, c'est de l'énergie perdue. Donc, toute la stratégie des chimistes en particulier, c'est de trouver des technologies pour capter cette énergie solaire, la transformer en une forme stable. Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être de l'éthanol, ça peut être voilà, et ensuite de les stocker et de les ressortir la nuit et quand il n'y a pas de vent. C'est un enjeu majeur. Et ce que je voudrais dire à nouveau, c'est que, évidemment, vous comprenez tout de suite l'enjeu pour la société et pour le climat, mais c'est aussi des questions fondamentales extrêmement passionnantes, en tout cas pour la science. Deuxième point, très vite. Effectivement, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que nous faisons avec nos étudiants, nos chercheurs? C'est évidemment d'espérer que certaines de nos recherches débouchent sur des dispositifs pratiques qui viendraient dans le marché, enfin, qui seraient utiles. Mais pour ce qui me concerne, après 25 ans de ce travail là-dessus, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une certaine responsabilité dans ce débat complexe. On a parlé des jeunes, Patrick et Jean-Marie ont parlé d'utilité de ce que nous faisons. Eh bien, de donner à mes concitoyens trois choses. La première, c'est ce que je sais. C'est des données que
que je partage avec d'autres scientifiques, des données concrètes, et c'est ce que je fais notamment à travers la rédaction d'un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. La deuxième chose, c'est d'expliquer qu'au fond, il y a tout un tas de problèmes techniques qui ne sont pas résolus, et je le dis avec une certaine autorité, puisque je me trouve confronté tous les jours devant des questions scientifiques sérieuses et dont je n'ai pas trouvé la solution, et mes collègues qui travaillent dans le même domaine ne les ont pas trouvées toujours, même si ça avance, et donc je sais qu'il y a des blocages techniques, scientifiques qu'il faut résoudre, et que ce n'est pas demain ou dans quelques mois qu'ils seront résolus. Et donc il faut que j'explique, enfin en tout cas je me sens la responsabilité d'expliquer à ceux qui, comme dit Patrick, sont assez, qui sont impatients, mais malgré tout il faut qu'ils sachent cela. Et la troisième chose, c'est donc il faudra du temps. Et la troisième chose, c'est que au fond, je vois bien la puissance de la science et de la technique pour résoudre un certain nombre de problèmes, et donc je fais part de mon sentiment, en tout cas de ma conviction, que si on met les moyens dans plus de connaissances, plus de recherche, plus d'innovation, on va résoudre un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, on voit bien qu'on ne parlerait pas aujourd'hui de mobilité électrique potentielle pour demain si, il y a quelque temps, on n'avait pas découvert les batteries lithium-ion, qui ont donné d'ailleurs un prix Nobel récemment. On ne parlerait pas de photovoltaïque si, bien plus tôt, on n'avait pas découvert l'effet photoélectrique, enfin bon, etc. Donc, il y a quelques jours, enfin il y a quelques mois, le vaccin nous a démontré qu'en effet, nous avions la capacité de résoudre des problèmes. Voilà, c'est les trois messages que je souhaite donner, qui découlent de mon travail. Merci. Alors, on va essayer de réarticuler justement tous ces résultats scientifiques avec les enjeux d'actualité. Le dialogue que vous allez avoir, je le disais en introduction, va porter sur cette question de la neutralité carbone. Qu'est-ce qu'on entend déjà par neutralité carbone? C'est tout simplement la réduction des énergies émettrices de gaz à effet de serre, le charbon, le pétrole, le gaz, avec cet horizon 2050 visé en tout cas par les signataires des accords de Paris. Alors, comment on fait pour réduire les énergies émettrices de gaz à effet de serre? Il y a tout d'abord l'efficacité énergétique à améliorer. Il y a le remplacement, en tout cas comme enjeu, de ces fameuses énergies fossiles par les énergies renouvelables, et comment. Et enfin, il y a la question de la sobriété. Ce sont en tout cas 3 points qui rentrent dans cette définition de l'horizon de la décarbonation. Alors, comme M. Romer l'a précisé, la COP26 montre à quel point, à la fois, les États sont dans une incapacité à finalement signer des accords qui sont contraignants, ne serait-ce que ça, ou alors avec des échéances qui finalement dépassent complètement 2050. L'un des points noirs en fait de l'accord de la COP26 de Glasgow, c'est bien sûr le renoncement sur le charbon. Une fois qu'on a dit cela, il faut essayer de se projeter à 2050 si on arrive à cette neutralité carbone. Marc Fontcave, la question c'est quelle consommation d'énergie on aurait si on arrivait à cette neutralité carbone? Est-ce que cette consommation d'énergie va finalement baisser, mais celle d'électricité augmenterait? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? C'est une très grande question. Je vais essayer de faire ça plus vite. Bon, d'abord, partons du début. Ce que nous dit le GIEC, c'est évidemment, et je crois qu'il n'y a plus de questions autour de ça aujourd'hui, c'est que le climat change à cause de nos émissions de CO2. Et les travaux du GIEC montrent en gros que si l'on veut, par exemple, fixer à 1,5 degré la limite de la température par rapport à la température pré-industrielle, leur modèle indique qu'en gros, en 2050, il faut ne plus émettre de CO2. C'est une chute brutale qui est demandée. Donc par rapport... bon voilà, ça c'est le GIEC, mais le GIEC ne nous dit pas comment il faut faire. Alors si on veut répondre à la question comment faire, d'une certaine façon,
L'identification des stratégies est assez simple. Il suffit, entre guillemets, de regarder où sont les émetteurs de CO2. Quels sont les secteurs émetteurs de CO2? Donc, on les connaît. Pour les pays industrialisés, comme pour un pays comme la France, on sait qu'il faut agir sur la mobilité, sur le transport, il faut agir sur l'habitat, le tertiaire, il faut agir sur l'industrie. Et là, déjà, on a, et puis un petit peu l'agriculture, mais on a des cibles, et en effet, tout le monde aujourd'hui est engagé vers cela. Donc, il faut en effet décarboner tous ces systèmes-là. Le problème, c'est que il y a deux choses qui posent un problème fondamental. C'est qu'on parle beaucoup de flux de CO2. On dit on émet chaque année, voilà, et tout le monde s'étonne qu'il fasse toujours aussi chaud d'année en année. En réalité, la température de la planète, c'est pas tellement le flux de CO2 qui en est responsable, c'est le stock. Et ce stock, il est énorme, et le stock dans l'atmosphère. Vous voyez, on parle de 40 gigatonnes de CO2 émis chaque année. La France n'en contribue que pour 1%. Mais ces 3300 gigatonnes qu'il y a actuellement dans l'atmosphère, c'est ça qui est responsable de la chaleur. Et pour un certain temps, effectivement, on s'aperçoit que si on avait 0 gigatonnes de CO2, on aurait quand même le stock, et c'est lui qui est responsable de la chaleur. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il faut dire très très clairement à tout le monde qu'il fera plus chaud, il fera toujours aussi chaud dans les années à venir et jusqu'en 2100. Voilà. Donc ça, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de gérer ce stock, de le capter. Non, pour le moment, justement, il n'y a strictement aucun moyen de gérer ce stock. Peut-être un jour, on sera capable de capter ce CO2 et d'en faire quelque chose. C'est un des enjeux, justement, de la science. Les gens qui y travaillent, mais vous voyez, il est tellement dilué que sur le plan, justement, thermodynamique, comme Patrick le mentionnait, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si évidemment les gens pensent que nos actions feront que dans quelques années, on sera revenu à la température pré-industrielle, ça, il faut leur enlever cette idée-là. La deuxième chose, et je m'arrêterai là, après avoir identifié où est-ce qu'on peut travailler, et Christian nous dira sa vision, mais c'est que c'est une affaire mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, j'ose le dire, mais c'est une réalité, la France ne produit qu'environ 1% des émissions de CO2 et ne contribue, et chaque année rajoute aux 3300 gigatonnes 0,01%. Donc évidemment, nous avons des responsabilités de nous attaquer à ce problème pour de multiples raisons, y compris pour le climat, mais si nous ne déciderons pas à l'échelle collective, c'est-à-dire en impliquant les Chinois, les Russes, les Indiens, enfin les gros émetteurs de CO2, bien sûr que nous irons de déception en déception, de COP en COP. Et dernier point, je dois dire que, et là je reviens à mes questions de contraintes scientifiques et techniques, et je ne parle pas des contraintes économiques et sociales que je connais moins bien, mais je suis un peu surpris que tout le monde ait tant d'espoir chaque fois qu'une COP commence et tant de déception quand elle se termine, parce que finalement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas penser que la solution au réchauffement climatique soit uniquement des décisions prises par un panel, même de grands chefs d'État dans un colloque, qui nous déciderait que nous nous engageons à faire ceci et faire cela, alors que par ailleurs, alors il faut donner des directions, des orientations, alors que par ailleurs, et je pense qu'on ferait mieux aussi, je veux dire en même temps, d'indiquer qu'il y a des contraintes très fortes, techniques et scientifiques. Je prends à nouveau le cas du stockage d'énergie, qui est une de mes lubies, et dire que pour que nous puissions aller très loin dans le développement des énergies renouvelables et intermittentes, nous avons des problèmes techniques que nous n'avons pas résolus et qu'il faudra du temps, et qu'on peut
s'engager à dire on baissera de temps à tel moment, mais il faudrait aussi s'engager, et c'est ce que ne fait pas la France par exemple, s'engager à mettre des moyens considérables dans la recherche fondamentale et technologique pour résoudre ces problèmes-là. Voyez. Si on ne change pas le budget de la recherche aujourd'hui, à quel horizon on peut espérer que cette technologie serait suffisamment mûre, si on essaie une petite projection, juste pour avoir une idée? Oui, alors ça, c'est le genre de questions auxquelles j'essaie de ne pas répondre. Parce que... mais si vous voulez, par exemple... Parce que vous dites que ça fait 25 ans que vous travaillez sur ces questions. Vous avez une idée du rythme, voilà, en tout cas, de la recherche. Juste un point, si vous voulez, quand on travaille avec les industriels, qui eux, savent concrètement où sont les difficultés et comment on met en œuvre. Pour la grande échelle. Et à grande échelle, bien sûr. Hein, si vous voulez, les travaux sur lesquels nous travaillons, les sujets sur lesquels nous travaillons en termes de stockage d'énergie aujourd'hui, qui restent encore très fondamentales, en gros, ils ne voient pas de prototype sérieux avant 2035. Vous voyez ? Bon, ils ne le disent pas, mais je pense que c'est raisonnable de dire ça. Voilà. Donc il n'y aura pas de révolution énergétique en 2030, quoi. 2030, c'est dans 8 ans. Hein. Christian Gaulier, on parlait d'internationalisation. Peut-être c'est par ce biais que je vous renvoie la parole concernant la question globale. Puisque... Merci beaucoup. C'est absolument passionnant. On voit bien l'importance de l'incertitude. On ne sait pas. Hein, aujourd'hui, on a quelques idées sur les technologies, on a des idées claires sur les verrous à lever. On ne sait pas quand ils seront levés, à quel coût ils seront levés, ce que ça coûtera pour le pouvoir d'achat des ménages d'aller récupérer de l'énergie probablement électrique dans les décennies à venir. Moi, ce qui me fascine dans tous ces débats, et c'est particulièrement clair en France, c'est moins le cas aux États-Unis, mais en France, le climato-scepticisme et les débats qu'on a eus là-dessus il y a 10 ou 20 ans sont terminés. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème de changement climatique et que l'homme est à l'origine de ce problème. Il y a une vraie volonté, et le sondage Ipsos révélé hier au démarrage de ce colloque l'a bien montré. Il y a une vraie volonté, il y a une vraie motivation des gens pour y aller, pour affronter nos responsabilités envers les générations futures, et en même temps, on n'a pas le début de l'idée de réorganiser la société pour faire en sorte que les efforts qui doivent être faits soient réalisés. Et effectivement, l'échec de la COP26 illustre parfaitement ce problème au niveau mondial, mais il ne faut pas nécessairement aller au niveau mondial. C'est vrai qu'on ne peut résoudre que le problème qu'au niveau mondial, mais même au niveau de la France, les débats restent extrêmement tendus sur ce qu'il faut faire. Faut-il développer l'hydrogène? Faut-il forcer les gens à prendre le train plutôt que l'avion dans les vols domestiques, etc. etc. Alors, la loi climat et résilience l'illustre parfaitement, comme l'a très bien illustré l'an dernier les débats au sein de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est il faut bien être conscient du challenge auquel on est confronté. Aujourd'hui, en 30 ans, avoir une perspective à 30 ans pour transformer notre système de production et de consommation d'énergie. C'est une transition énergétique, une transition économique jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Enfin, on va devoir faire des choses, d'abord, qui sont intenses, donc on ne sait pas très bien quelle nature elles prendront, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être assez extraordinaire. Donc le challenge, il est considérable, et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on va affronter ce challenge. On a un désaccord, au moins autant on a un consensus sur il faut y aller, mais on n'a pas du tout de consensus sur comment s'y prendre. L'incertitude, je n'y reviens pas, hein, les incertitudes sont radicales, à la fois sur les dommages engendrés si on ne fait rien, que sur les coûts si on y va. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, abandonner des sources d'énergie qui ont fait la prospérité de l'humanité, enfin de l'Occident en tout cas, depuis 2 siècles, ces sources d'énergie fossiles qui, somme toute, sont extrêmement peu chères, qui ont vraiment, d'ailleurs, regardez, hein, le litre d'essence en France en 1975, c'était 1,50 franc.
aujourd'hui on a à peu près la même valeur, mais en euros. Si vous regardez, compte tenu de l'inflation, le coût n'a pas tellement changé. L'impact sur le pouvoir d'achat de la dépense énergétique des ménages français n'est pas tellement différent de celle des années 70. Donc il faut mettre les choses en perspective. Mais ce qui est clair, c'est que, en tout cas, aux technologies disponibles aujourd'hui, basculer sur un abandon de ces sources d'énergie dans un litre d'essence. Dans un litre d'essence, il y a une quantité invraisemblable d'énergie, extrêmement facile à utiliser. Comme Marc l'explique clairement, passer sur des énergies renouvelables, tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité, on ne voit pas très bien comment on va y arriver et quel coût, quelle augmentation des coûts de l'énergie impacteront le pouvoir d'achat des ménages français, comme des ménages dans le reste du monde d'ailleurs. Vous travaillez justement sur les leviers économiques qui permettraient de changer les comportements. Si on peut rentrer un petit peu dans le vif de vos recherches, c'est ça aussi. Est-ce que finalement la question du prix du carbone, est-ce que c'est un des leviers qui est incontournable, étant donné la rapidité du changement qu'on doit opérer? Alors là, vous ouvrez une porte que je m'attendais à ouvrir un peu plus tard, mais allons-y, je mets mon pied dans cognant la porte. Effectivement, ce que les économistes disent, alors les économistes sont d'accord sur rien, mais là, sur ce coup-là, il y a un consensus assez radical des économistes sur ce qu'il faudrait faire. C'est quoi le problème du changement climatique? Le problème du changement climatique, c'est le problème probablement de l'externalité la plus extraordinaire auquel l'humanité a été confrontée depuis la création. C'est celle due au fait que quand vous émettez du CO2, vous, un consommateur, ou vous, producteur, ou vous, État, vous n'intégrez pas dans votre décision d'émettre ce CO2 les dommages engendrés par ce CO2 pour deux raisons. La première raison, que ce CO2 va se diffuser sur l'ensemble de l'atmosphère terrestre, et donc l'essentiel des dommages ne sera pas pour vous, consommateurs, ou pour vous, pays français, mais pour le reste de l'humanité. Et donc, vous n'avez pas beaucoup d'incitation à intégrer. Si la France représente en France 1% des émissions, elle représentera aussi 1% des dommages, portera 1% du dommage, quelque chose de ce genre-là. Et donc, comme si vous faites des efforts, vous allez porter évidemment 100% des coûts et 1% des bénéfices de réduction des dommages. Évidemment, vous n'êtes pas vraiment incité. Et la COP26 illustre cette idée ce que les économistes prédisent dans ce problème d'externalité globale, c'est que tout le monde va jouer le rôle de passagers clandestins. Chacun va ne rien faire, mais va espérer que les autres vont faire. Et les Chinois, les Américains d'une certaine façon, les Australiens, etc. C'est qui y va le premier, en fait, parce que qui y va le premier? Si personne n'y va, personne ne suit. Alors effectivement, l'Union européenne, ça c'est intéressant. Il y a des lueurs d'espoir dans cette affaire. L'Union européenne est la seule région du monde qui, depuis 1990, depuis le début de cette opération, de cette tentative d'organiser le monde pour affronter cette problématique climatique, l'Europe est la seule région du monde qui a effectivement réduit ses émissions de CO2. Depuis 1990, l'Europe a réduit ses émissions entre 22 et 24%, ce qui est considérable. C'est la seule région du monde qui réduit ses émissions de CO2 depuis 1990. Rappelez-vous que l'Europe s'est mis d'accord pour aller à moins 55% d'ici 2030. Donc on a fait 22% en 31 ans. Il nous reste à faire plus de 50% de plus que ça en 9 ans. Donc vous voyez, le challenge est considérable. Mais on a fait des choses. Christian, est-ce que je peux te dire... Pardon, effectivement, quand on regarde les chiffres, l'Europe est exemplaire dans le sens où il y a effectivement... Est-ce qu'on tient compte à la fois des émissions territoriales et extérieures ou pas? Juste un petit commentaire pour illustrer ma question. La France, par exemple, émet du CO2 pour des productions sur le territoire et aussi pour des consommations de produits qui sont de production qui sont réalisées à l'extérieur. Et donc, il faut tenir compte de l'ensemble. Et en fait, si on ne prend que les territoriales, on voit en effet une baisse sérieuse des consommations, des émissions de CO2, mais c'est le résultat de deux choses. La première, c'est qu'en effet, des efforts en termes d'émissions de CO2, mais aussi une perte, et notamment d'activités industrielles, qu'on a délocalisées, et de fait,
on délocalise aussi nos émissions de CO2. En effet, toute cette réflexion que nous devons mener, et après je te repose la question pour l'Europe, mais toute cette réflexion que nous devons mener de réindustrialisation ou non, de relocalisation ou non, et là peut-être les économistes nous diront si c'est possible ou pas, parce que, en effet, nous allons par ce biais-là, non seulement retrouver de l'activité, de l'emploi, retrouver de la souveraineté industrielle, mais aussi réintégrer ces émissions de CO2 sur lesquelles nous aurons plus de contrôle, parce que si nous délocalisons en Chine qui continue à utiliser du charbon et que nous faisons des efforts avec des énergies propres, évidemment, ça n'aura pas le résultat escompté. Donc, pour moi, c'est une question extrêmement importante. Alors, est-ce que c'est le cas pour l'Europe en général, ou c'est assez spécifique de la France qui désindustrialise quand même assez massivement depuis 2005 ? Voilà. Alors, merci Marc. Effectivement, oui. Alors, dans les accords de Paris, depuis le protocole de Kyoto, on ne parle pas de l'empreinte carbone des consommateurs des nationaux qui intégrerait le CO2 importé par les produits. Tous ces accords se font sur la base des émissions territoriales. Donc aujourd'hui, en France, chaque Français émet entre 5 et 6 tonnes de CO2. Enfin, quand vous divisez les émissions françaises, territoriales françaises par le nombre d'habitants, vous avez entre 5 et 6 tonnes de CO2 par habitant en France. Mais en réalité, l'empreinte carbone, quand vous rajoutez là-dedans l'effet net des importations de carbone induits par la production de ces produits, notamment en Chine, et vous soustrayez les CO2 qui correspondent à des exportations de produits en Europe ou en France, vous êtes plutôt autour de 9 € la tonne de CO2, de 9 tonnes de CO2 par habitant et par an. Donc effectivement, alors il ne faut pas rêver non plus. La désindustrialisation de la France, et d'une façon moins nette, la désindustrialisation de l'Europe ne provient pas du fait qu'en Europe, depuis 2005, effectivement, on a un prix du carbone qui s'impose à toutes nos industries. Ça vient surtout des différentiels de coût du facteur travail. En Chine, les salaires sont quand même encore largement inférieurs, sans parler de l'Inde, largement inférieurs de ce qu'on a en France. Et cette mondialisation a mis en concurrence des travailleurs qui ont des coûts très différents, même si heureusement nos travailleurs français sont beaucoup plus compétents, ont une productivité du travail beaucoup plus forte que celle que partout ailleurs dans le monde pratiquement. Le niveau des salaires des travailleurs français est tellement plus importante que celle qui prévaut en Chine et en Inde qu'évidemment on a désindustrialisé. Donc effectivement, le prix du carbone a conduit à une certaine désindustrialisation, mais même si on parvient à lutter contre ce dumping environnemental, des pays qui n'imposent pas ce prix du carbone à leurs propres producteurs, à leurs propres exportateurs, on peut le faire notamment par ces fameux ajustements carbone aux frontières qui sont en train de discuter aujourd'hui à Bruxelles dans le cadre de Fit for 55, le pacte vert européen. Même si on parvient à mettre ça en place, il ne faut pas imaginer qu'on va réindustrialiser de façon massive la France. On pourra y arriver un petit peu, mais il faudra faire d'autres choses aussi. Vous pouvez réexpliquer le principe de la taxe carbone aux frontières, en fait, qui est justement discuté en ce moment à Bruxelles, parce que peut-être tout le monde ne sait pas que donc, ce marché du carbone européen, il existe depuis 2005. Il a connu des hauts et des bas. Il n'est pas forcément dans une grande efficacité, puisqu'il y a aussi des permis qui sont alloués aux entreprises régulièrement pour compenser les émissions. Donc on ne sait pas si cette efficacité est importante. Et puis on peut aussi se poser la question de l'échelle. Est-ce que l'échelle d'un territoire comme l'Union européenne est une bonne échelle en fait pour imposer ce marché carbone? Mais aujourd'hui, ce qui est discuté, c'est donc cette taxe carbone aux frontières qui permettrait un mécanisme du coup de toutes les importations seraient taxées, c'est ça? Alors, je suis obligé de faire un petit travelling arrière pour répondre à votre question. Oui. Pourquoi d'abord il faut un prix interne? Pourquoi au sein de l'Europe l'idée de mettre en place une tarification du carbone est utile? Et après, je pourrais répondre à la question de pourquoi il faut que ce prix du carbone soit aussi imposé à nos importateurs, enfin aux pays qui nous exportent des produits, à nos partenaires commerciaux. Donc
Donc le premier point, c'est pourquoi il faut pourquoi il faut une tarification du carbone. Je vous ai dit tout à l'heure que l'origine du problème du changement climatique, c'est que contrairement à ce que quand vous allez acheter une baguette de pain, vous payez le prix de ce pain qui correspond au coût ou au sacrifice que la société a dû affronter pour vous prendre ce pain à disposition, et ça vous incite à effectivement intégrer dans votre décision d'acheter du pain le sacrifice que la société a dû affronter pour que vous puissiez consommer ce pain. Quand vous émettez du CO2, il n'y a pas de mécanisme de marché qui vous oblige d'internaliser ce coût sociétal lié aux dommages consécutifs à cette émission. Et donc l'idée des économistes, c'est très simple, elle est déjà en circulation depuis 1920. Arthur Pigou, qui a écrit un livre sur ce sujet il y a 101 ans, il dit la solution, c'est de faire la même chose, de ne pas faire d'interdiction, de ne pas dire qui doit faire quoi, mais simplement inciter les uns et les autres, en fait l'ensemble des émetteurs de CO2, en leur disant vous voulez émettre du CO2, vous allez payer un prix qui correspond au dommage que ce CO2 émis va engendrer pour le reste de l'humanité. Et ça va forcer chacun à internaliser ce dommage, comme s'ils étaient eux-mêmes la victime de ce dommage, alors qu'effectivement ils ne le sont pas. Donc cette tarification du carbone, c'est une solution pour aligner la myriade d'intérêts privés avec l'intérêt général. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Tarification du carbone, vous pouvez le faire avec une taxe, ou vous pouvez le faire comme en Europe, dans le secteur de l'électricité et pour nos industries, et avec l'idée que, et c'est dans le pacte vert européen, de généraliser cette tarification du carbone pour le secteur du transport et pour le secteur du résidentiel. Donc voilà, on laisse la liberté, on laisse les forces de l'économie de marché qui ont quand même fait depuis 2 siècles, alors je ne suis pas un ultralibéral, mais reconnaissons que depuis 2 siècles, l'Occident tourne plutôt bien parce qu'on a un système de marché qui fonctionne plutôt bien, même si les marchés sont en état de défaillance, notamment cette affaire de changement climatique en est la plus belle illustration. La solution de cette défaillance, c'est une intervention publique des États pour imposer un prix du carbone correspondant à ce dommage. Bon, ça, c'est le premier point. Et en Europe, on est effectivement la seule région du monde qui a mis ça en place depuis le protocole de Kyoto. Et en fait depuis 2005 concrètement. Donc le problème, c'est que l'Europe représente, alors la France représente 1%, comme l'a dit Marc, l'Europe représente 9% des émissions mondiales. Donc effectivement, tout seul, on va essayer de baisser le niveau de la mer avec une petite cuillère, quoi. Ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est il y a 2 solutions. Soit vous parvenez à convaincre les restes du monde de faire la même chose que nous. Il faut bien reconnaître que les accords de Paris qui tentent de faire ça, c'est un échec qui me semble assez radical et qui obligerait à réfléchir à une stratégie de négociation alternative au système de COP. Rappelez-vous que le système de COP, les décisions se font à l'unanimité. Donc l'Arabie Saoudite ou le Costa Rica peuvent s'opposer à des décisions de des 199 autres pays. Et on l'a bien vu samedi après-midi dans ce mélodrame sur le charbon, enfin qui est plus qu'un mélodrame, qui est une catastrophe mondiale. Donc voilà, donc la solution que les économistes proposent, c'est pour empêcher le dumping environnemental des pays qui refusent cette ambition climatique mondiale, eh bien, c'est de leur dire, vous voulez nous exporter vos produits dont la production a engendré des émissions de CO2, eh bien, nous allons vous demander d'acheter sur le marché européen les permis d'émission de façon symétrique à ce que nous demandons à nos propres producteurs. Et donc ça c'est un level playing field, il remet une juste compétition entre les producteurs d'un même produit, qui soit européen ou extra-européen. Alors ça ne va pas exactement se faire comme ça pour le mécanisme actuellement en discussion à Bruxelles, mais l'idée c'est là. C'est à la fois c'est pour lutter contre le dumping environnemental, mais c'est aussi en fait une stratégie
stratégie pour essayer de tenter de convaincre nos partenaires commerciaux de mettre en place les mêmes mécanismes que nous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chinois et que vous produisez des produits que vous exportez en Europe, le produit d'ajustement frontière vont aller dans la poche des Européens, dans la poche de l'Union européenne, qu'elle va pouvoir utiliser pour peut-être pour investir dans la recherche et développement, pour lever les verrous technologiques dont Marc parlait il y a quelques instants, ou pour faire des tas d'autres choses, par exemple rembourser la dette Covid contractée, les 750 milliards d'euros de dette européenne contractée collectivement. Alors que si vous décidez, vous Chinois, de mettre en place la même tarification du carbone à travers un marché chinois de permis d'émission, c'est dans la poche du gouvernement chinois que cette taxe carbone, de ce prix du carbone va tomber. Et ça, évidemment, c'est mieux pour les Chinois qui vont pouvoir utiliser cette manne fiscale pour aller améliorer leur système éducatif ou financer leurs universités, j'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez que ce système, c'est non seulement un système qui remet les montres à l'heure sur un terme de justice, de juste compétition, mais c'est aussi un mécanisme qui pourrait inciter les États à atteindre le même niveau d'ambition climatique que l'Union européenne. C'est mon collègue William Nordhaus, prix Nobel d'économie 2018, qui propose ce mécanisme, qui dit abandonnons les COP, qui est un mécanisme à l'unanimité qui ne produit que le plus petit commun dénominateur en termes d'ambition collective, et allons vers une négociation qui se limite à 2-3 grandes régions économiques du monde. Imaginons l'Europe plus les États-Unis, et négocions avec entre ces 2-3 grands ensembles économiques mondiaux, et imposons au reste du monde, donc négocions sur un prix du carbone commun au sein de ce club climatique, et imposons au reste du monde ces ajustements frontières, qui sera un énorme mécanisme d'aspirateur qui va obliger tous les partenaires commerciaux de ce club à rentrer dans ce club et accepter une tarification du carbone qui permette de réaligner la myriade d'intérêts privés en termes d'émissions sur l'intérêt général. Pardon, je suis beaucoup trop long. Merci Christian Gaulier. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les limites de ces solutions, mais ce sont des solutions parmi d'autres. Marc Fontcalve, je vous passe peut-être la parole avant qu'on passe la parole à la salle concernant ce CO2 dont on parle beaucoup. Côté chimie, quels sont les enjeux aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas juste la question de capter ce CO2, il y a aussi la question de le valoriser. Voilà, il y a la question des réservoirs, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut en aborder une ou deux pour qu'on se rende compte aussi un petit peu de ce que fait justement la science aujourd'hui pour avancer sur ces sujets? Oui, merci de me permettre de préciser un peu plus ce que l'on entend par futur du carbone, au fond, parce que on a une telle... Enfin, ce CO2 est considéré comme une telle horreur qu'on a tout englobé là-dedans, c'est-à-dire tout ce qui est carbone. Et on lit d'ailleurs des choses assez extravagantes. Finalement, tout le carbone est mis à l'index, alors que, si vous voulez, notre société est aujourd'hui très carbonée, mais demain, elle le sera aussi. C'est-à-dire que nous aurons besoin de carburants synthétiques. On ne pourra pas mettre de l'hydrogène partout. Nous aurons besoin de matériaux qui contiennent du carbone. Nous aurons besoin de plastique. Le plastique, c'est du carbone. Nous aurons besoin de médicaments. Les médicaments, c'est du carbone. Nous aurons besoin de beaucoup de carbone demain. Donc, le jour où il y a... Et tout le carbone tout ce qu'il y a autour ici, le béton, le ciment, le verre, les plastiques, je l'ai dit, tout ça, c'est du carbone. Et donc, il faudra trouver d'autres sources de carbone demain, quand nous n'aurons plus de fossiles. Donc, en effet, quand on sera dans cette situation-là, et ça ne sera pas simple, et à nouveau, ça ne sera pas résolu dans les quelques années à venir, il nous faudra du temps. Qu'est-ce que nous aurons à notre disposition? Nous aurons la biomasse,
qui nous entoure, qui est disponible, qui est pleine de molécules riches en énergie et riches de carbone. Et puis nous aurons éventuellement le CO2, à la fois celui que nous émettons massivement actuellement et qu'on pourrait capturer, et puis un jour, on l'a évoqué au début, le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère si nous arrivions à le capter à l'état où il est aujourd'hui dans cette salle, par exemple, très, très dilué. Donc en effet, aujourd'hui, il y a tout un investissement, et en particulier des entreprises comme Total Energy, par exemple, qui investissent beaucoup sur la capture du CO2, sur sa séquestration et, pour ce qui me concerne avec d'autres, pour son utilisation. Mais cette question du carbone est beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je le vois bien dans les discussions que je peux avoir avec les uns et les autres qui ne sont pas évidemment au cœur de cette problématique. Je vois tous ces gens-là oublier parce que l'idée c'est d'éliminer le carbone. On parle de décarbonation, donc on n'a qu'une obsession, c'est d'éliminer le carbone, mais il faudra faire attention parce que nous aurons besoin de carbone. Et cette question-là, elle est particulièrement importante dans cette idée de décarbonation. Il faudra décarboner et aussi valoriser du carbone. Voilà. Je crois que l'heure a passé très très vite et il est déjà le temps des questions. Donc je vous laisse la parole. Vous pouvez lever la main et on vous apportera un petit micro. Sinon, évidemment, on peut approfondir les sujets qu'on a survolés, évidemment. Peut-être justement en attendant. Oui, parce que on a parlé de transition beaucoup avec Christian. Il y a le mot adaptation auquel je suis sensible de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, moi. On en a déjà parlé. Moi, ma conviction, c'est que nous ne respecterons pas nos engagements à maintenir la température à 1,5 degré. D'ailleurs, je crois que de plus en plus de gens l'acceptent. Moi, ça fait longtemps que je le dis. C'est plus facile de le dire aujourd'hui parce que c'est assez inéluctable. Donc, je pense qu'on dépassera même les 2 degrés. Donc, il faut que les gens le sachent. Malgré tous nos efforts, à nouveau pour ces histoires de stock de CO2 dont j'ai parlé, mais parce que ça va trop doucement. Et donc la question de l'adaptation est quand même va devenir importante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on en parle assez peu, même les économistes en parlent peu, parce que dès que vous prononcez le mot adaptation, ça sous-entend que vous avez baissé les bras sur la transition et la décarbonation. Et bien sûr, on vous répond, décarbonez d'abord et faites tous les efforts, et puis on parlera de l'adaptation après. Non, à nouveau, il faut, je crois aujourd'hui, prendre conscience que la température va continuer à augmenter, qu'il y aura des impacts plus importants et qu'il faut vraiment maintenant, et c'est vraiment aussi une question économique, parce que là c'est la mesure du coût de l'investissement qu'il faut pour tout un tas de choses de l'adaptation. C'est l'aménagement des côtes, l'identification des zones inondables, l'aménagement du territoire, la rénovation des bâtiments, la gestion des hôpitaux, enfin tout ça va devenir quelque chose de très très important. C'est pas de la décarbonation et ça va demander de l'énergie, mais voilà, c'est une question qui doit être traitée. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Marc Fontcave ou Christian Gaulier? N'hésitez pas à vous lancer. Voilà.